Chers collègues, mesdames, messieurs, c'est un grand plaisir de vous accueillir ce soir et pour inaugurer la 7e édition déjà du cycle Europe, qui cette année est consacrée à l'Europe démocratique. Et aussi, évidemment, vous présenter brièvement le conférencier, le professeur Jan Werner Müller. Le cycle d'Europe, peut-être il y a quelques habitués parmi vous. Vous savez, il s'inscrit dans une longue tradition du Collège de France de la réflexion sur l'Europe, qui s'engage avec ces séries de conférences dans le débat sur l'identité et sur l'avenir de l'Europe. Ce cycle accueille chaque année 2 conférenciers, et dans ce cycle, l'Europe est comprise dans un sens large qui dépasse l'Union européenne, dans le sens des études européennes. Donc l'idée est de pouvoir accueillir des spécialistes de différentes questions autour de l'Europe. Je voudrais d'abord remercier le comité d'organisation, Edith Hurt, Vincent Pierren, Antoine Lilti et surtout Samantha Besson, qui est un peu la cheville ouvrière de cette aventure. Et ce cycle bénéficie aussi du soutien de la Fondation Hugo du Collège de France. Cette année, à la veille des élections européennes, le thème de l'Europe démocratique est évidemment d'une actualité évidente et nous sommes heureux que le professeur Müller a accepté de prononcer 4 conférences dans le cadre de ce cycle. Alors, Jan Werner Müller a enseigné la théorie politique et l'histoire des idées à l'université de Princeton depuis 2005. Il a été chercheur invité au Wissenschaftskolleg de Berlin, au Collegium de Helsinki, à l'Institut des sciences humaines de Vienne et dans un certain nombre d'autres instituts. Il a également été membre de la School of Historical Studies, de l'Institute of Advanced Studies de Princeton. Il a enseigné en tant que professeur invité à l'EHESS, à la Ludwig-Maximilians-Université de Munich, à l'American University de Beyrouth, à la faculté de droit de l'Université de Haïfa, donc il y a à la fois le Liban et Israël, à la Humboldt-Université de Berlin et à l'Institut d'études politiques de Paris. Il est cofondateur du European College of Liberal Arts de Berlin et continue à s'intéresser aux initiatives internationales d'enseignement et de recherche sur les arts libéraux. Jan Werner Müller est l'auteur de nombreux livres. Je citerai seulement quelques-uns qui ont été traduits en français, dont Carl Schmitt, Un esprit dangereux, 2007, Difficile démocratie, les idées politiques en Europe au XXe siècle, 2013, Qu'est-ce que le populisme? Définir enfin la menace, je pense que c'est d'une grande actualité, 2016, et récemment Liberté, égalité, incertitude, puissance de la démocratie en 2022. Il a été récemment aussi lauréat de la bourse Guggenheim. La série de conférences du professeur Müller traite des défis pour la démocratie en Europe aujourd'hui. Elle met particulièrement l'accent sur la consolidation des structures autocratiques dans quelques États membres de l'Union européenne. Et la question se pose de savoir si l'Union européenne a le devoir et les capacités de défendre la démocratie et l'état de droit, sachant qu'elle est souvent accusée d'être elle-même une institution non démocratique. Dans un contexte justement où les populismes croissent de nouveau partout, il est important de réfléchir à une réponse démocratique à ce populisme. Et je suis très heureux de vous accueillir, si vous voulez bien venir ici. Vous le savez peut-être ou pas, donc chaque conférencier a droit à la médaille du Collège de France qui garde ou qui matérialise notre reconnaissance. Et je vous la remets, vous pouvez la mettre là. Et donc je vous donne la parole et je vous souhaite une soirée intéressante. Je suis sûr que ce sera très intéressant. Merci. Alors, tout d'abord, merci infiniment pour cette invitation. Merci à vous d'être venus et aussi merci d'avance pour peut-être tolérer mon usage plutôt approximatif de la langue française. L'Europe peut mourir. Vous vous souvenez? C'était les mots d'Emmanuel Macron, près d'ici, à la Sorbonne, en septembre 2017.
Macron répète exactement les mêmes mots cette semaine pendant une visite en Allemagne. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la mort de l'Europe? Fin du marché unique, ça serait la mort de l'Europe. Effondrement de l'euro, ça serait peut-être la fin, la mort de l'Europe. Triomphe des partis populistes partout en Europe, ça serait la mort. Ou peut-être une invasion de la Russie en Europe, ça serait la mort. Posez-vous la question suivante. S'il y avait une autocratie, une dictature, en sein au milieu de l'Union européenne, peut-être ça serait la mort de l'Europe? Si votre réponse à cette question est oui, on pourrait dire que, en fait, la date du décès de l'Europe était exactement le 22 septembre 2022. Pourquoi? Parce que à cette date, le Parlement européen vote qu'en une grande majorité, plus de 400 des députés, que la Hongrie n'est plus une démocratie. Les députés votent que la Hongrie est devenue, c'est ce qu'ils appellent une autocratie électorale. Certes, les pères fondateurs du projet européen auraient été étonnés par cette décision, parce qu'après tout, les institutions européennes n'étaient pas créées pour analyser, encore moins pour juger les systèmes politiques des États membres. Et quand même, à partir des années 70, la promesse du projet européen, c'est ce qu'il y a à l'époque encore la communauté européenne, était d'assurer, ou peut-être même de garantir, l'état des droits, mais aussi la démocratie des États membres. À l'époque, c'était extrêmement important pour vous vous souvenez peut-être, la Grèce, l'Espagne et le Portugal, avec leur démocratie très jeune et évidemment très fragile. C'était une promesse plutôt informelle des institutions européennes, mais c'était certainement aussi une promesse nouvelle. Parce que pendant les années 50, il y avait une certaine division du travail. Je veux dire que, d'un côté, il y avait la communauté européenne pour assurer la paix entre les États membres, pour assurer la prospérité par le marché unique. Mais d'autre côté, comme tout le monde le sait, il y avait le Conseil de l'Europe, qui était beaucoup plus politique, dans un sens direct, avec évidemment la Convention des droits de l'homme européenne. Pendant les années 90, cette promesse de garantir la démocratie, spécifiquement par l'Union européenne, devient plus, si vous voulez, formelle. Elle s'inscrit même dans le droit européen. Parce que c'est à l'époque qu'on crée ce qu'on appelle les critères de Copenhague. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les critères pour l'adhésion des nouveaux membres de l'Union. Autrement dit, les conditions essentielles auxquelles chaque pays candidat doit satisfaire pour devenir un État membre. C'est évidemment accepter l'acquis communautaire,
mais aussi c'est la nécessité d'avoir un État assez fort et capable. Évidemment aussi, le pays doit être en mesure de faire face à la concurrence des entreprises européennes. Mais, en addition, en outre, il y a aussi la nécessité de disposer d'institutions démocratiques et la nécessité de garantir l'état de droit. C'est en fait la méfiance des anciens membres en Europe de l'Ouest qui explique ces critères, mais aussi l'inclusion de langage d'un article dans le traité de l'Union européenne pour effectivement sanctionner des gouvernements qui ne respectent pas. C'est ce qu'on pourrait même appeler à cette époque un acquis normatif de l'Europe. Aujourd'hui, c'est l'article 7 du traité de l'Union européenne qui vise les gouvernements qui ne respectent pas les valeurs européennes. Je reviens là-dessus dans une autre conférence. En tout cas, à l'époque, dans les années 90, un retour à la dictature apparaît comme un scénario très peu réaliste. Après tout, il y avait le sens de l'Europe, de l'Union, comme presque la terre promise. Une fois dans un club de démocratie riche, qui serait tenté d'abandonner cet acquis normatif? Pour faire bref, c'était peu imaginable à l'époque. Sauf pour quelques pays, comme en fait l'Autriche et l'Italie, qui faisaient le plus et le plus pression pour inclure des sauvegardes dans le traité. C'est peut-être une ironie de l'histoire que c'était en fait l'Autriche qui devient le premier pays qui était sanctionné pour des raisons politiques. Peut-être vous vous souvenez, en 2000, il y a une coalition à Vienne entre des conservateurs et l'extrême droite. L'Union européenne, à l'époque, ne réagit pas. Mais ce sont à l'époque, 14 autres États membres de l'Union qui prennent des sanctions, beaucoup inspirées à l'époque par Jacques Chirac et Gerhard Schröder. Ils n'utilisent pas les mécanismes de l'Union, mais quand même, on a l'impression que c'est vraiment l'Union qui est prête à sanctionner un tel gouvernement. Quelques mois plus tard, déjà en septembre 2000, ces sanctions sont arrêtées, sont suspendues. Et à l'époque, l'impression est très très répandue que tout ça était un grand échec. Même que les sanctions étaient, après tout, un peu ridicules. Annuler des vacances en Autriche pour protéger la démocratie. Ne plus proposer des candidats autrichiens dans les organisations internationales. Ne plus saluer les collègues autrichiens à Bruxelles. Tout ça donne l'impression d'être très très faible et après tout, un grand échec. Mais presque en même temps, l'Europe s'inquiète pas mal sur un autre gouvernement. C'est le gouvernement de Silvio Berlusconi. Parce qu'on a l'impression que Berlusconi porte atteinte au système judiciaire et aussi qu'il est en train de limiter le pluralisme de médias en Italie. Mais après tout, dans ce cas-là, l'Europe ne fait rien. Et Jacques Chirac ne dit rien, et Gerhard Schröder ne dit rien. 2010, Viktor Orban regagne le pouvoir en Hongrie. C'est la deuxième fois au pouvoir. Et immédiatement, il se déroule un affrontement entre Orban
et la Commission européenne. Un affrontement qui n'a jamais terminé. 2 ans plus tard, 2012, affrontement entre le Premier ministre roumain, Victor Ponta, et la Commission européenne, autour d'une mise en accusation du président Băsescu en Roumanie. Après tout, la Commission européenne, à l'époque, fait presque rien. 2015, triomphe du parti Droit et Justice en Pologne. Presque immédiatement, il commence à démanteler l'État de droit. Finalement, l'année dernière, 2023, finalement, la Commission est prête à ouvrir des procédures d'infraction du droit européen en évoquant pas seulement l'état des droits, mais aussi les principes de la démocratie. Entre parenthèses, l'année dernière, c'était aussi, comme vous savez, l'année où le parti Droit et Justice perd le pouvoir en Pologne. Et c'est ce qu'on apprend au moment, ce sont les difficultés de restaurer l'état des droits sans commettre des nouvelles injustices en même temps. Je reviens sur cette question dans une autre conférence. Pour faire bref, aujourd'hui, l'Union européenne est en plein combat contre la régression démocratique pour, évidemment, l'état des droits, mais aussi pour les principes de la démocratie. Et tout ça est maintenant clairement codifié dans le traité de l'Union européenne. Vous voyez la déclaration, ce n'est pas seulement une déclaration sans engagement. Maintenant, les juristes sont d'accord qu'on peut vraiment utiliser l'article 2 du traité pour, par exemple, commencer une procédure d'infraction contre un État membre. La question que je veux poser, c'est si l'Union a vraiment trouvé les moyens pour protéger la démocratie et l'État de droit, et aussi, peut-être moins évident, est-ce qu'elle a vraiment trouvé, est-ce qu'elle a vraiment créé des justifications clairement normatives pour faire ce qu'après tout, du point de vue de Varsovie ou de Budapest, est toujours critiqué comme une ingérence illégitime, peut-être même quelque chose comme un impérialisme de Bruxelles vis-à-vis les États-nations. Après tout, le respect pour l'identité nationale aussi fait partie du traité sur l'Union européenne. J'insiste sur cette deuxième question, cette question plutôt normative, parce que souvent le débat sur les moyens est purement technocratique. Même les concepts qui font partie qu'on utilise souvent font partie d'une, si vous voulez, vocabulaire très, très technocratique. On parle toujours à Bruxelles des utiles, des instruments et surtout des mécanismes. C'est une façon de parler qui est très, très révélatrice, si j'ose dire. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, dans ces 4 séances, je voudrais poser 4 questions assez larges. Premièrement, serait une protection supranationale de la démocratie et de l'état des droits légitime? Ce n'est pas évident. Il y a pas mal de gens pour qui il n'est pas du tout évident qu'une institution comme la Commission européenne, qui évidemment n'est pas élue, serait capable de protéger la démocratie. Deuxièmement, qui exactement doit être le gardien, le garant, si vous voulez, de la démocratie et de l'état de droit?
Encore une fois, ce n'est pas du tout évident. Troisièmement, la question des critères. Comment juger si un pays a abandonné la démocratie et l'état de droit? Évidemment, il y a une grande diversité des systèmes politiques qui peut dire, qui peut mesurer si la démocratie existe ou pas. Et finalement, la question des sanctions. Faut-il utiliser, pour faire bref, des carottes ou plutôt des bâtons? Alors, ayant multiplié les questions, pour maximiser la confusion, j'ajoute quelques questions plus spécifiques seulement pour aujourd'hui. Et je réponds à toutes les questions plus larges, certainement, je promets, à la fin de la dernière conférence, le 20 juin. Mais pour le moment, pour cette fois, je pose quelques questions plus spécifiques. Je commence encore une fois avec la question si une institution non démocratique peut protéger la démocratie ou si ça est pleinement un cas de l'hypocrisie. Deuxièmement, la question sur ce qu'on pourrait appeler l'hypocrisie des grandes nations. Ça veut dire, si vous êtes Berlusconi, aucun problème. Si vous êtes Orban, si vous êtes le chancelier autrichien, grand problème, parce que vous êtes dans un petit pays en Europe. Troisièmement, c'est ce qu'on pourrait appeler le danger, le péril de la contre-réaction, ou en anglais backlash. Ça veut dire, c'est ce qu'on évoque souvent comme la possibilité de créer encore plus de l'euroscepticisme en Europe. Si on pousse les gouvernements, on va arriver à des populations qui sont contre l'Europe en total. Et peut-être la question la plus difficile, comment mesurer, comment juger la démocratie? Évidemment, il y a un marché unique en Europe. Mais est-ce qu'il y a vraiment un modèle politique de la démocratie unique en Europe? Après tout, nos gouvernements nous disent presque chaque jour que la chose sur l'Europe qui est particulièrement valable et important, c'est le pluralisme, la diversité et même la tolérance. Peut-être vous vous souvenez que Angela Merkel, dans 2 discours en face du Parlement européen, disait « J'ai découvert l'âme de l'Europe ». Et qu'est-ce que c'est, l'âme de l'Europe? Selon Mme Merkel, c'est pas l'euro, non, c'est pas la discipline, non, c'est la tolérance. Voilà. Mais si ça c'est l'âme d'Europe, comment peut-on justifier l'intolérance vis-à-vis quelques gouvernements qui peut-être ou peut-être pas ne sont plus d'accord sur des questions politiques? Mais la question est encore plus compliquée parce qu'une critique plus conceptuelle nous dit que peut-être à partir des années 90, on a, si vous voulez, étendu ou élargi la définition elle-même de la démocratie. Si vous voulez, on a créé, si j'ose dire, une extension du domaine de la lutte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si on élarge la définition de la démocratie, on peut finir par dire, si vous êtes contre, par exemple, le mariage pour tous, vous êtes contre la démocratie. Parce que vous n'acceptez pas les principes démocratiques qui maintenant sont aussi, par exemple, des valeurs du libéralisme, pour faire bref. Ou on peut dire que chaque démocratie a une cour constitutionnelle très puissante avec le pouvoir de contrôler les lois, les normes, etc.
ça aussi serait si vous voulez, extension du domaine de la lutte autour des principes démocratiques. Et c'était déjà Carl Schmitt qui disait que si on enlarge, si on entend la définition de la démocratie par beaucoup des valeurs, on multiplie des conflits. Et on finit par, c'est ce que Schmitt appelait la tyrannie des valeurs, qui après tout sont toujours un peu arbitraires, qui ne sont pas les mêmes, comme par exemple les lois très spécifiques sur des élections, sur des questions plutôt institutionnelles. Voilà, ça c'est une critique plutôt conceptuelle. Une autre critique qui est très importante, c'est autour d'un concept pas forcément très connu, mais peut-être très important. C'est le concept du juristocratie. C'est un concept du juriste et sociologue israélien Ran Hirschel, et ça signifie, pour faire bref, le primat du judiciaire sur le législatif. Un exemple, quand le Mapai, ça veut dire le Parti des travailleurs en Israël, effectivement perd le pouvoir dans les années peut-être 70, 80, c'est exactement à ce point qu'on peut observer cette fameuse révolution constitutionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, selon Ran Hirschel, que ce sont maintenant les juges qui, d'une certaine façon, perpétuent l'hégémonie politique et aussi culturelle de ce parti, et aussi des Ashkénazis en Israël. Et c'est effectivement la raison pour Hirschel et d'autres que maintenant, on a vu, si vous voulez, une contre-révolution constitutionnelle en Israël. C'est le combat autour du pouvoir des juges. Je ne dis pas que Hirschel forcément a raison, je veux seulement illustrer cette idée qu'il y a des opinions très très différentes sur le rôle des juges dans une démocratie. Bon, c'est presque une banalité, mais justement pour souligner que pas mal de gens ne sont pas forcément d'accord que, par exemple, il faut avoir une cour constitutionnelle comme une critère de Copenhague pour faire adhésion à l'Union européenne. Pour faire bref, ce sont des questions conceptuelles, presque ontologiques, autour de ce défi de juger, de mesurer si on a vraiment une démocratie et si on a vraiment l'état des droits dans un pays. Et évidemment, il y a pas mal de gens qui ont le sens que peut-être on a eu tendance à, si vous voulez, politiser notre ontologie. De dire, bon, par exemple, le pouvoir des juges toujours fait partie de la démocratie elle-même. En tout cas, je reviens à la première question. La question, serait-il possible d'avoir une institution non démocratique pour protéger la démocratie? À mon avis, la réponse est clairement oui. Il n'y a aucun problème. Si vous regardez le modèle le plus connu de la protection de la démocratie, c'est le modèle allemand. C'est ce qu'on appelle en Allemagne la démocratie militante. Ça n'existe pas forcément en France, mais en France, peut-être il existe un républicanisme militant, un peu la même chose d'une certaine façon. Qu'est-ce que ça veut dire, démocratie militante? Concrètement, ça veut dire que la Cour constitutionnelle peut faire une interdiction d'un parti politique qui est jugé dangereux pour la démocratie. Et aussi, ça peut signifier
la déchéance des droits fondamentaux politiques pour quelques individus. Et peut-être comme vous savez, on discute ça beaucoup cette année autour de l'extrême droite en Allemagne et même autour de quelques individus spécifiques qui peut-être sont si clairement investis dans un certain révisionnisme historique en même temps que peut-être on peut sanctionner ces individus sans sanctionner le parti de l'extrême droite. Bon, en tout cas, c'est ce qui est important, c'est dans ce cas-là, personne ne dit qu'il est un grand problème que la Cour constitutionnelle, qui évidemment n'est pas élue, soit l'acteur décisif pour faire des décisions, pour faire ces interdictions. Et tout ça a une certaine logique, parce qu'après tout, si les autres partis prennent des décisions sur les interdictions des partis, il y aura un grand danger qu'effectivement, on peut interdire ces rivaux politiques. Si par hasard vous n'êtes pas d'accord avec cette idée d'une démocratie qui se peut défendre avec des mesures qui apparemment ne sont pas très démocratiques, il y a un autre grand juriste, peut-être le plus grand juriste du XXe siècle, Hans Kelsen, qui était complètement contre cette idée de la démocratie militante et qui nous offre pas mal de raisons pour résister à cette idée. Pour faire bref, Kelsen était très très clair en dire que bon, si une majorité est vraiment contre la démocratie, on ne peut rien faire. Il faut accepter une situation comme ça. Entre parenthèses, il n'y a pas de situation comme ça. Même la République du Weimar n'était pas clairement récusée par une majorité des citoyens allemands. On ne peut presque jamais trouver une situation comme ça. Bon, fin de la parenthèse. Dans les contextes européens, pour justifier cette idée qu'une institution qui n'est pas démocratique peut quand même protéger la démocratie, on peut mentionner un facteur plutôt historique. Après tout, accéder à l'Union européenne, accepter les critères de Copenhague, était un libre choix. Un libre choix des parlements élus par les citoyens en Hongrie, en Pologne, en Roumanie, en Italie, etc. etc. Ça, c'est le lien démocratique qui est important. Et en plus, un argument peut-être moins évident, il y a cela, la logique de l'autocontrainte. Vous vous souvenez de l'histoire de Ulysse et le chant de sirène. Quelquefois, pour résister à la tentation, on peut peut-être trouver des moyens pour cette autocontrainte. Et certainement, à l'époque, dans les années 90, il y avait un discours précisément sur cette idée de l'autocontrainte. Bien sûr, on peut critiquer tout ça comme une forme du paternalisme, mais encore une fois, c'était le libre choix des pays d'accepter cette autocontrainte. Et peut-être, il faut ajouter que si aujourd'hui, les autres Européens, les institutions européennes restent neutres vis-à-vis, par exemple, Orban, ce n'est pas vraiment neutre. C'est effectivement abandonner tous ceux, en ce cas hongrois, qui, en 2004, votaient pour cette autocontrainte, qui votaient pour la protection supranationale de la démocratie.
Bon, j'ajoute 2 autres justifications plus spécifiques dans le contexte de l'Union européenne. Premièrement, une justification clairement politique. C'est ce que je veux dire, c'est qu'il existe un droit en Europe de ne pas être gouverné par les gouvernements non démocratiques. Car tant qu'il y aura un gouvernement non démocratique au Conseil européen, nous tous, seront soumis à des décisions auxquelles un gouvernement non démocratique a participé. Et ça, ce n'était pas la promesse de l'Union européenne. Et en plus, il y a une justification plus, si vous voulez, légale. L'Union européenne dépend, et c'est absolument crucial, de la confiance mutuelle des cours européens et aussi de la reconnaissance mutuelle des décisions des cours en Europe. Si vous pensez, par exemple, au mandat d'arrêt européen, c'est absolument crucial d'être dans une position de dire, bon, si un cours en Pologne veut un arrêt de quelqu'un, nous sommes prêts à accepter cette décision parce que tout le monde le sait, les cours en Pologne sont indépendantes et il n'y a pas de souci en ce qui concerne une décision d'une cour en Europe. Alors, il faut faire confiance à les cours des autres pays européens. Et ça, c'est aussi une raison pour protéger, en particulier, l'état des droits dans les pays membres. Ça veut dire aussi, si me permet cette expression, qu'on ne peut pas dire, bon, peut-être Orban, c'est un pomme pourri, mais ce n'est pas très important, on reste chez nous, c'est seulement la Hongrie qui a des problèmes avec la démocratie, ce n'est pas notre problème, etc., etc. Non, on ne peut pas dire ça, parce que le Conseil européen avec la Hongrie, prend des décisions qui affectent tous les citoyens en Europe. Et on ne peut pas non plus dire avec les mots de Neville Chamberlain en 1938, on ne peut pas dire, je me permets de citer ça en anglais, that it's a quarrel in a faraway country between people of whom we know nothing. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça, oh, c'est l'Europe de l'Est, ça ne me concerne pas, etc. Voilà mes justifications pourquoi c'est absolument crucial pour l'Europe de défendre la démocratie. Mais, bien entendu, la question reste qui exactement doit protéger la démocratie en Europe. Bon, pour le moment, je continue avec la question de l'hypocrisie. Vous vous souvenez, c'était un peu le problème, si vous êtes Berlusconi, aucun problème, mais si vous êtes Orban ou à l'époque Wolfgang Schüssel en Autriche, tout le monde est prêt à vous sanctionner immédiatement. Le problème que, effectivement, des États fondateurs en Europe jamais seront sanctionnés, mais les enfants à problème dans l'Est, tout le temps, seront sanctionnés d'une forme ou d'autre. Mais il est important de souligner que les situations, certainement les situations en Italie et en Hongrie et en Pologne étaient très très différentes. Certes, Berlusconi essayait de porter atteinte au système judiciaire et il fustigeait les juges communistes tout le temps. Mais, après tout, le système judiciaire était assez fort. Il était possible de résoudre le problème dans le pays d'Italie. En particulier, en 2006, Berlusconi a perdu un référendum crucial sur la constitution italienne.
Et après ça, c'était clair que la société italienne peut résister à Berlusconi. C'était aussi un peu le rôle important des quelques acteurs spécifiques. C'était le président Giorgio Napolitano à l'époque qui était crucial pour effectivement contraindre Berlusconi et ses plans de bâtir peut-être un système plus autocratique. Mais il y a un autre aspect, une autre différence très très importante. En Italie, mais aussi en Autriche, il n'y avait aucune transformation des institutions. Il n'était pas possible de dire, bon, voilà les preuves pour quelque chose clairement antidémocratique. On pourrait énoncer des plans, peut-être, la rhétorique, mais après tout, rien n'a changé. Évidemment, la situation en Hongrie et en Pologne était très très différente après 2010 et après 2015. Transformation profonde du système judiciaire, transformation profonde du système des médias et limitation du pluralisme des médias. Alors, ça, c'est une raison pour résister un peu cette analogie entre Autriche en 2000 et des autres pays. Bon, je continue avec le danger, le scénario du contre-réaction, du backlash, si vous voulez. Certes, quelqu'un comme Orbán évoque tout le temps le colonialisme soviétique, la domination des Ottomans, même l'impérialisme des Habsbourg, pour dire Bruxelles, c'est exactement la même chose. Et en plus, c'est clair que Fidesz, le parti de Viktor Orbán, monopolise les panneaux d'affichage pour montrer au peuple hongrois qu'il y a des forces très très dangereuses qui sont contre la Hongrie. Dans ces cas-là, c'est stop la guerre. Ce sont des figures de l'opposition, mais c'est aussi George Soros. Et toujours avec des panneaux d'affichage comme ça, il montre clairement que devant l'Union européenne, c'est Soros, comme le grand marionnettiste qui contrôle tout. C'est évidemment un cliché antisémitique. Pour montrer, bon, l'Union européenne, c'est une tyrannie, c'est contre nous, c'est contrôlé par des forces, par des forces très néfastes. Bon, et en Pologne, évidemment, on dit toujours que l'Union européenne, c'est un projet allemand, c'est un plan pour créer le quatrième Reich, et encore une fois, c'est une forme de colonialisme contre les Polonais. Alors, c'est ce qui est intéressant, c'est que même après beaucoup des ans de la propagande, il n'est pas évident qu'il n'y a plus de l'euroscepticisme en Hongrie ou en Pologne. Un ancien collègue, Larry Bartels, a étudié soigneusement les sondages politiques en Europe. Et il trouve que, certainement, en Hongrie et en Pologne, il n'y avait aucun mandat contre l'Europe. On ne peut pas dire qu'avant 2010 en Hongrie ou avant 2015 en Pologne, oui, la volonté du peuple était clairement résister à Bruxelles, finir avec le colonialisme de Bruxelles, etc., etc. On ne peut pas dire non plus que les opinions des gens en Pologne ou en Hongrie sont, pour faire bref, plus illibérales
On ne peut pas dire qu'ils sont plus contre les réfugiés ou contre l'euro ou des choses comme ça. Ça a changé un peu, c'est vrai. Mais c'est clairement la conséquence. Ce n'est pas la cause de ces gouvernements. Alors, on ne peut pas dire, bon, nous, Orbán et Kaczynski, dans le cas de la Pologne, nous sommes vraiment les représentatifs de la volonté du peuple authentique. Et si peut-être vous regardez un peu ces sondages assez récents, bon, il y a des gens qui se méfient un peu de l'Europe, sans doute, mais en général, on ne peut pas dire que ces pays sont devenus complètement eurosceptiques. Et d'une certaine façon, c'est évident pour tout le monde que le Brexit n'était pas exactement un grand succès. Et c'est évidemment aussi la raison pourquoi les populistes en Europe ont changé leur rhétorique. On ne veut plus sortir de l'Europe, on veut contrôler l'Europe. Et certainement, on dit qu'on veut une Europe des patries, un langage presque gaulliste d'une certaine façon, mais personne n'est prêt à dire « bon, il faut sortir complètement ». Alors, on ne peut pas, ça veut dire aussi, on ne peut pas utiliser ce scénario si Bruxelles ne nous laisse pas en paix, on va sortir. C'est simplement pas possible comme une menace, comme un scénario aujourd'hui. Bon, évidemment, c'est seulement un résultat empirique, mais quand même, c'est important. Et après tout ça, après ces aspects plutôt empiriques, je finis pour aujourd'hui avec une question peut-être plus philosophique ou au moins conceptuelle. C'est la question sur la démocratie. Comment mesurer la démocratie? Comment juger si un pays est vraiment une démocratie ou pas? Et en particulier, qu'est-ce que ça veut dire si quelqu'un est prêt à dire « chez nous, on trouve une démocratie illibérale ». Vous vous souvenez, c'était dans un discours de 2014, en été 2014, que Orbán, pour la première fois, était prêt à dire « chez nous, on est en train de bâtir ». Il ne disait pas démocratie illibérale, à l'époque, il disait État illibéral, mais aujourd'hui, certainement, il est prêt à dire oui, c'est une démocratie illibérale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Faut-il accepter cette idée? Je veux pas dire que la démocratie et le libéralisme sont la même chose. Certainement pas. Il est certainement possible de dire ou d'imaginer une démocratie sans certaines valeurs libérales. Il n'y a aucune contradiction dans ce propos. On peut aussi imaginer des démocraties, par exemple, sans cour constitutionnelle, avec le pouvoir de contrôler des normes et des lois. Comme vous savez, ça existe en pas mal des pays européens. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à dire les Néerlandais ont une dictature parce que là-bas, ils n'ont pas une cour constitutionnelle, pauvre Norvège, aucune démocratie en Norvège, etc., etc. Alors, si ça est le sens de la démocratie illibérale, on peut accepter ça. Mais, et ça c'est crucial, une démocratie sans pluralisme, une démocratie sans protection des droits fondamentaux politiques comme le droit à la réunion, le droit d'expression, le droit de la liberté d'association. Tout ça est complètement évident et banal de dire. Une démocratie comme ça n'est pas vraiment une démocratie. Et ça, c'est crucial. Parce que dans les pays dont j'ai parlé beaucoup,
il est absolument clair que les droits fondamentaux politiques sont minés par des gouvernements. Il est vrai qu'on a encore des élections, mais la démocratie ne se réduit pas seulement à les élections. Il faut aussi, comme je disais, le pluralisme, l'exercice effectif des droits fondamentaux, pluralisme des médias, etc. Et c'est à cause de ça qu'il est très important que Bruxelles a commencé à parler de la démocratie, et pas seulement de l'état des droits. Parce qu'auparavant, on a souvent eu l'impression que c'était un peu si vous voulez, une division du travail. C'est toujours l'État-nation qui fait la démocratie, quelquefois avec un peu de déficit, mais après tout, c'est la chose de l'État-nation. Et c'est Bruxelles qui, d'une manière assez technocratique, s'occupe de l'état des droits, qui arrive pour réparer l'état des droits, pour faire des choses plutôt technocratiques. Et la démocratie reste clairement avec la nation. Ça, ce n'est pas correct. Il y a aussi un danger pour la démocratie, et comme je disais au début, au moins le Parlement européen est convaincu que la démocratie n'existe plus en Hongrie. Si ça c'est vraiment le cas ou non, on va discuter à la fin de ces conférences. Je finis seulement par cet argument qu'il est absolument important que Bruxelles a commencé à parler aussi le langage de la démocratie. Je vous remercie pour votre écoute. Merci.